Salut les devins, c'est Saikyo. Nouvelle vidéo aujourd'hui et non pas des moindres car on va se parler du chapitre numéro 61 du manga Dragon Ball Super. Il y a vraiment beaucoup de choses à se dire. D'ailleurs, il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube qui vous aide à naviguer mes vidéos du moment où je l'active parce qu'il faut avoir le temps que je fasse un sommaire, etc. Ça s'appelle le chapitrage. Et en fait, que vous soyez sur téléphone ou que vous soyez sur tablette, vous pouvez utiliser ce qui s'appelle le chapitrage. Vous allez dans la barre en bas là, de navigation de ma vidéo pour mettre un timecode, etc. Vous allez voir que c'est découpé avec des sous-titres. Comme ça, vous pouvez aller directement dans la ou les sections qui vous intéressent. Bien évidemment, si vous faites ça, je peux le comprendre parce que mes reviews sont un petit peu longues. Mais de l'autre côté, vous risquez de manquer une réflexion un peu complémentaire entre un ou deux des chapitres de ma vidéo. Et derrière, ça pourrait susciter chez vous des réactions un petit peu inattendues parce que vous n'aurez pas eu toute la réflexion ou toute l'information de ma part. Donc ça peut causer des incompréhensions, mais ça peut aussi vous alléger la vidéo d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que je vais mettre en test cela et on verra bien si je continuerai ou pas à le mettre par la suite. Alors chapitre numéro 61, j'ai vraiment envie de vous dire et je vais vous parler avec le cœur et je sais que peu importe, vraiment, j'en suis conscient, peu importe ce que je vais vous dire, si je vous dis que j'adore ou que je déteste ce chapitre-là, je sais que je vais m'en prendre plein la gueule. Donc autant vous parler avec le cœur et vous dire honnêtement ce que j'en pense, et advienne que pourra, j'ai clairement adoré. Et là forcément la team qui a détesté va venir me jeter des pierres, mais ce n'est pas grave, allez-y, faites-vous plaisir. Et j'ai même envie de dire merci Toyotaru pour ce chapitre-là. Parce que comme vous l'avez su dans mes précédentes reviews, j'aimais bien les chapitres précédents, j'ai trouvé pas dégueulasse du tout, mais à chaque fois je disais qu'on avait du correct quoi. On était sur des chapitres assez bien, du 12 sur 20, vous voyez ce genre de choses là. Et 12 sur 20 en soi, c'est pas dégueulasse, il y en a même qui s'en contentent et c'est cool. Mais est-ce que Dragon Ball Super peut et doit se contenter de 12 sur 20 ? Et je ne pense pas que ce soit le cas, donc 12 sur 20 ce n'est pas catastrophique, mais ce n'était pas ce que l'on souhaitait. Et ce n'est pas ce qui est souhaitable pour cette œuvre-là. Donc là, ce mois-ci, je ne vais pas m'aventurer dans une note parce que je ne saurais pas trop où la placer. Mais là où je suis très heureux, c'est que le rythme a été clairement chamboulé. Que vous ayez aimé ou pas le chapitre, vous allez tous être d'accord avec moi. Il s'est passé beaucoup de choses en termes d'écriture de personnages, en termes d'évolution, en termes d'avancement du scénario. Malheureusement, en point noir, nous n'avons pas creusé le passé de certains personnages, et en particulier celui de Moro. On attend toujours, parce qu'autant le passé de Jiren tient sur un post-it, celui de Moro peut tenir peut-être sur un demi-post-it. Donc là, il y a petit problème. Mais dans l'ensemble, ce chapitre-là, il envoie, comme j'ai dit sur Twitter, pas mal de dingueries. Et à la fin de ce chapitre-là, que tu aies aimé ou pas, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce qui vient de se passer? Faut même que je le relise de suite pour faire un petit récap de ce qui vient de se passer à l'intérieur. Que vous ayez aimé ou pas Goku, Vegeta, Piccolo, les Namek, la technique de Vegeta, la transformation de Moro, que vous l'ayez aimé ou pas, il s'est passé mais masse de choses dans ce chapitre-là. En ça, c'est un excellent point. Bien évidemment que la quantité ne fait pas la qualité, mais je trouve que la qualité d'écriture était là, et que chaque point sur lequel on peut s'interroger, on y a quasiment eu une réponse dans les pages ou les lignes qui suivaient dans ce chapitre-là. Et je compte vraiment sur vous, je l'espère de tout cœur, pour que vous ayez mis la main sur une version vraiment finalisée de ce chapitre-là. Parce que si vous vous basez sur un petit tweet ou je sais pas quoi à la con, qui sort de son contexte une image ou une phrase et qui vous dit ah c'est bien ou ah c'est nul, ça sert à rien de se baser sur ça pour juger le chapitre. Je veux pas vous donner l'impression de vous prendre pour des teubés, mais en fait, il y a un truc tout con, et malheureusement, il y en a beaucoup qui le font pas. Lisez le chapitre, et d'ailleurs, je vous mets le lien en description, le lien officiel, il n'y a que de l'anglais et de l'espagnol en officiel, toujours pas de français malheureusement, c'est le seul moyen que j'ai le droit de vous partager, et c'est en description. Mais lisez-le, et même si vous trouvez par vous-même une traduction qui est non officielle en français, c'est quand même déjà le chapitre complet avec des traductions qui, j'en suis sûr, tiennent la route un minimum. Donc voilà, ne vous faites pas berner parce qu'il tourne sur internet, ne réfléchissez pas parce que je vais vous dire moi, par rapport à ce que l'autre youtubeur va vous dire ou parce que le mec sur Twitter va vous dire, faites-vous confiance, réfléchissez par vous-même. C'est vrai que les chapitres précédents où le manga DBS nous a relativement pas mal déçus sur pas mal d'aspects parce que comme je l'ai dit, faire un travail correct 12 sur 20 ce n'est pas suffisant du tout pour DB et DBS, mais lisez ce chapitre en réfléchissant par vous-même de manière posée, vraiment. Je ne vois pas en quoi est-ce que vous pouvez réellement coincer. Il y a quelques points, bien évidemment, le chapitre n'est pas parfait. Mais dans l'ensemble, c'est fluide, c'est beau, c'est bien raconté. Franchement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas énormément de points sur lesquels je peux clairement me plaindre. Toyotaru vient de nous pondre une petite masterclass, relative au manga DBS, mais c'est mieux que rien. Je suis sûr et certain, je vais vous dire une chose, que si l'arc Moro avait continué dans la même lancée qu'au début, vous savez, au début, on avait des chapitres de maître au début, et ensuite on a eu, c'est là où je vous ai signalé que le rythme était bancal dans cet arc-là,
ça a un petit peu, même beaucoup redescendu. Ben, si on avait eu du début jusqu'à maintenant des chapitres dignes du niveau de l'arc Moro, et que juste après on enquillait celui-ci là, le 61, si on nous avait foutu ce 61 là juste aujourd'hui dans une belle continuité, je suis sûr que ça serait passé crème. DBS souffre malheureusement de l'image qu'il porte. Cette image là, il se l'est créée lui-même parce que il y a beaucoup de ratés dans Dragon Ball Super animé comme le manga, et ça voilà, c'est inéluctable, hein, comme Thanos, on ne peut pas passer au travers, mais en même temps il souffre aussi de l'abus de certaines personnes surmédiatisées qui n'arrêtent pas d'enfoncer le clou parce que ça rapporte toujours de le faire et ça crée toujours une fausse hype ou autre autour de la personne qui essaye de bâcher un petit peu cela, et croyez-moi que ces personnes sont nombreuses, et du coup ben, ça se ressent, les deux, hein, le mal que s'est fait la série elle-même et le mal que certaines personnes font à cette série-là ou à l'œuvre, se sent et se paye encore aujourd'hui, même quand un très bon chapitre pop, ben, il n'est pas apprécié à la hauteur de ce qu'il devrait. Et pourtant il y a de quoi. Il y a de quoi déjà parce qu'il y avait une star dans ce chapitre-là, une star répondant au nom de Vegeta. Le chapitre d'ailleurs s'appelle La Renaissance de Vegeta, donc ça en dit long sur lui, et la symbolique est extrêmement belle. À quoi avons-nous eu droit dans ce chapitre-là? Nous avons eu droit, et je vais très vite faire un point sur les visuels, déjà des visuels sur les plans arrêtés comme ça, d'une bonne qualité. Je trouve qu'en termes de dessin dans ce chapitre-là, Toyotaro a mis la barre relativement haute. En plus, il a fait la couverture du magazine V-Jump dans lequel ce chapitre-là est pré-publié. Un petit peu plus de taf ce mois-ci. Donc je trouve qu'il a bien géré, que sa couverture aussi du chapitre gère pas mal. De l'autre côté, il y a toujours le défaut de Toyotaro, qui encore une fois, je trouve, est moindre. Le défaut d'avoir un petit peu trop de cases à l'intérieur des pages, d'avoir un découpage qui est peut-être un petit peu vieillot, où une action est démultipliée en de nombreuses cases. Par exemple, il y a un moment où vraiment c'est frappant, il y a 3 cases sur la nouvelle transformation de Moro, et tu as comme un plan de zoom avec une vue sur le dos de Goku, un contre-plongé avec Moro en haut, et Son Goku qui le regarde depuis le sol, et en fait les 3 cases servaient un petit peu à rien, tu aurais pu faire ça en une seule, et justement après on a une leçon en la matière parce qu'on a une page entière, vous vous rendez compte, une case égale une page. Là on est du ratio 1 pour 1, donc c'est énorme sur la nouvelle transformation de Moro, et là c'est totalement l'opposé, on dirait que c'est même pas la même personne qui a choisi le découpage. Donc voilà, vous voyez qu'on a un petit peu tout son contrat en termes de découpage, et on a l'impression que sur cette thématique-là, Toyotaro se perd mais se cherche en même temps. Donc voilà, à force de chercher, il va peut-être bien finir par trouver, sachant qu'il est accompagné d'Akira Toriyama, ce n'est pas rien pour apprendre et pour pouvoir trouver ce qui lui manque. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a eu en termes de scénario? Parce que c'est quand même ça le plus important, je trouve, dans cette œuvre Dragon Ball Super. On va se recentrer sur l'essentiel. Vegeta face à Moro. Vegeta, eh bien, va se tabasser au corps à corps contre Moro. Et d'ailleurs, au départ, ça ne paye absolument pas du tout. Ça, on l'avait vu dans les pages brouillons que je vous avais déjà présentées il y a une bonne semaine à peu près sur ma chaîne YouTube. Et merci à vous tous, car vous étiez extrêmement nombreux à avoir suivi cette vidéo-là, à l'avoir liké, commenté, beaucoup de réactions, voilà. Vous avez été presque 40 000 maintenant à l'avoir, merci infiniment du fond du cœur. Combat de Vegeta, combat qui n'a rien de spécial, il faut le dire au début, il n'y a rien de transcendant, rien qui sort de l'ordinaire, le découpage est plutôt correct, je trouve que Toyotaro, au début du chapitre, ne s'attarde pas trop à faire 20 millions de cases pour rien, et du coup, là où on en arrive sur quelque chose d'un petit peu plus essentiel, c'est vers là où ils étaient en train de nous teaser justement dans les 7 pages brouillons, c'est pile vers la 7e ou la 8e page, là où il y a Vegeta qui va taper une esquive sur Moro, et là Goku commence à comprendre, et Vegeta commence à porter des coups sur Moro. Pourquoi est-ce qu'il n'en porte pas au début, et même il en prend, puis ensuite Vegeta a l'air plus fort et de prendre le dessus? Ce n'est pas réellement le cas. Alors oui, Vegeta a reçu un power-up. On l'avait déjà vu quand il était en tenue Yardra, qu'il s'est battu face à Yuzun, il avait un power-up si énorme en forme de base que Vegeta ne se contrôlait pas quand il balançait une vague de ki. Donc déjà nous voyons que sa progression est énorme. En forme de base il ne se contrôlait pas, il y a quelques chapitres en arrière, donc il y a quelques mois dans l'histoire, et maintenant il se contrôle parfaitement en blue, vous vous rendez compte du gap, et avec un power-up qui a sûrement en plus été amélioré et augmenté. Donc il y a un power-up, et aussi bien Piccolo de mémoire que Moro le font remarquer. Mais du coup ensuite on voit Vegeta qui prend le dessus, et est-ce que Vegeta prend le dessus car au final il délivre, il libère de plus en plus de puissance, ou est-ce qu'il y a autre chose? Vous l'avez en mille, il y a bel et bien autre chose, c'est la nouvelle technique. Et je tiendrai à repréciser une chose que j'avais déjà donnée en vidéo, mais étant donné que je suis à peu près le seul à avoir philosophé un petit peu sur le sujet, je sais que c'est un petit peu pour pinailler, mais c'est important, c'est pas vraiment une technique ce que fait Vegeta, c'est une habilité découlant de la technique de maîtrise et de contrôle de son esprit des Yardra. Comme ça avait été dit dans un précédent chapitre, et je vous mets le lien en description de cette vidéo où j'en parlais, je décrivais avec preuve à l'appui ce qu'il en était, Vegeta, tout comme Goku, n'ont appris qu'une seule technique chez les Yardra. Ensuite, ils en font plusieurs diverses choses.
tout comme les Yardra, ont appris qu'une seule technique, c'est-à-dire le contrôle de l'esprit et la gestion de cet esprit-là et donc du ki par extension. Et ensuite, ils en font un petit peu à peu près tout ce qu'ils veulent, comme devenir plus grand, comme se cloner, comme se téléporter, etc. Donc il y a une chose à apprendre et en faire découler ensuite des habilités à maîtriser. Je sais que ça paraît un petit peu relou, mais c'est la réalité, donc voilà, essayons d'être clairs sur ce que Dragon Ball peut apporter, parce que sinon après on va se plaindre que Dragon Ball n'a aucun degré de profondeur, ou du moins Dragon Ball Super. Sauf que c'est le cas, mais on passe à côté, donc c'est dommage. Donc, nouvelle technique de Vegeta qui pour le moment ne montre pas réellement les fruits visuellement pour le spectateur au début. On voit pas réellement ce qui se passe, on voit juste Vegeta prendre le dessus. Moro d'ailleurs commence à s'emballer, il fait des têtes de plus en plus démoniaques, j'oserais dire. Il me fait un petit peu penser à Cell qui perdait les pédales face à Gohan et qui lui fonce dessus pour l'attraper d'une manière un petit peu brutale, du style je vais te défoncer, tu m'as énervé. Contrairement au Moro au début du combat, qui en quelques pages vraiment a viré dans sa tête, il a complètement viré. Il est passé d'un mec qui contrôle, qui maîtrise et tout ça, à un mec presque apeuré, pas tellement serein, qui perd les pédales, qui devient extrêmement enragé. Et à partir de là, vraiment, il y a quelque chose qui visuellement nous est montré. Nous avons ces petites particules de ki qui nous sont remontrées lors d'un coup de pied de Vegeta bien placé, à peu près en dessous les côtes du vieux bouc Moro, ou du jeune bouc pour le moment au début du chapitre. Et on voit que l'énergie en fait n'est pas en train d'arriver à l'intérieur du corps de Moro, elle est en train de partir du corps de Moro. Cette visualisation qui ressemble un petit peu au Genki Dama, à Moro lui-même, à Seven Slee qui était capable aussi de le faire. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tout le long de cette technique-là, il y a Goku qui réagit. Et c'est pour ça qu'ils se sont permis de nous teaser dans les pages spoilers et tout ça, la Shueisha, la maison d'édition, en nous disant regardez, c'est peut-être l'Ultra Instinct et tout, il y a Goku qui réagit. En fait, c'est parce que Goku, oui, il le connaît. Et c'est dit dans le chapitre. Goku connaît cette technique, il en a principalement entendu parler. Goku connaît cette habilité, cette sous-technique, si vous voulez, découlant du contrôle de l'esprit des Yardra, mais il n'a jamais été assez loin dans l'entraînement pour pouvoir maîtriser cela. Ce n'est pas qu'une question de temps, parce que oui, Goku est resté plus longtemps sur Yardra que Vegeta, mais à l'époque où Goku y était et à cette époque actuelle, Vegeta gère beaucoup mieux aujourd'hui dans Dragon Ball que le Goku de l'époque Arc Namek à qui il restait encore énormément à apprendre dans sa vie et en tant que guerrier. Pourtant il était un guerrier déjà de grande classe, SSJ1, etc. Mais il lui restait encore beaucoup de marge de progression. Il lui en reste encore aujourd'hui, mais imaginez à l'époque. Et avec toute l'expérience acquise et les ennemis qui ont été vaincus depuis, Vegeta a beaucoup plus appris que Goku à l'époque où il était sur Yardra, donc forcément qu'il a pu apprendre cela, avec aussi la pression. Goku était sur Yardra sans pression, il n'y avait rien qui l'attendait au retour, il ne savait pas que Mecha Freezer allait revenir. Mais du coup, Vegeta, lui, sait qu'il y a un bouc qui l'attend de manière enragée sur Terre, il fallait s'en occuper. Et un petit peu à l'instar de Mirai Trunks, qui fait des trucs de ouf dans sa timeline parce qu'il est en pleine pression, soumis aux humains artificiels, soumis à Goku Black et tout ça, bah Vegeta fait pareil, sous pression, et nous même dans la vraie vie, on arrive à faire des mini-exploits à nos échelles quand on est sous la pression de quelque chose, alors qu'en temps normal, on aurait pris ça en mode tranquille et on n'aurait pas réussi à faire un tel exploit. J'ai bien aimé la dualité du Goku qui reconnaît cette technique-là, et ça crédibilise Goku. Il a été sur Yardra très longtemps, il connaît ce peuple-là, il connaît la technique principale et les habilités qui en découlent, il les connaît au moins de nom, et d'ailleurs le nom de celle-ci d'après Vegeta, je ne sais pas comment ça sera traduit officiellement en français, mais bon, la traduction que moi je vous en fais, elle est peut-être pas très sexy, mais en tout cas ça donne la scission de l'esprit forcé. Donc je ne sais pas, si vous avez quelque chose de mieux, de plus classe en zone commentaire, vous me le dites directement, mais en gros vous avez compris, Vegeta fait en sorte de créer des scissions, de pouvoir séparer des morceaux d'esprit en se rappelant que l'esprit chez les Yardra c'est égal au ki, et il le fait de manière forcée. Ça veut dire que même si l'utilisateur adverse est contre cela, et forcément qu'il est contre, eh bien Vegeta va forcer cette action-là. Donc ça reste bizarre quand même comme mécanisme, parce que comment est-ce que Vegeta peut activer ce genre de mécanisme, pour me répéter, sur un esprit qui ne lui appartient pas. Donc ça me paraît logique que Vegeta puisse créer des scissions dans son propre esprit, c'est d'ailleurs la technique du clonage. Quand les Yardra se clonent, c'est un petit peu une scission de eux-mêmes. Mais par contre, arriver à faire une scission de l'adversaire sans qu'il ne le veuille, alors que c'est pas ton esprit, c'est l'esprit de Moro et les esprits qu'il a absorbés, ça devient un petit peu plus balèze quand même. Et à partir de là, le combat reprend de plus belle, et qu'est-ce que nous avons comme logique de combat et logique scénaristique qui s'instaure? C'est qu'au final, Vegeta a eu un power-up très sympa, mais pas autant qu'on aurait pu l'avoir habituellement dans Dragon Ball, parce que ce n'est pas le but premier, mais il fallait quand même se rehausser et se mettre à jour en termes de puissance, en sachant quand même que Vegeta vient d'avoir un power-up magnifique, en restant sur la même transformation, c'est quand même assez fou. Il est en Super Saiyan Blue évolué, il n'a pas quelque chose de plus, il n'a pas d'Ultra Instinct ou quoi, donc je trouve que la performance de Vegeta est plus que saluable, parce que généralement un Super Saiyan Blue, bon ça peut évoluer, surtout dans le manga avec le CJ Blue maîtrisé et tout, mais généralement
c'est plutôt une progression à la marge. Donc Vegeta, en un laps de temps très court, a pu faire évoluer cela, mais surtout sa technique est juste somptueuse pour faire face à Moro. C'est vrai qu'il y a un petit côté Bleach, manga Bleach, surtout l'arc final. Vous vous rappelez la guerre de 1000 ans, il y avait toujours un ennemi qui était pile mis en face d'un adversaire, d'un allié, donc de la Soul Society ou autre, qui venait d'apprendre une technique spécialement, comme par hasard, la meilleure des coïncidences, faite pour battre son ennemi. Et en plus, l'ennemi faisait toujours un petit speech pour expliquer en plus le mode d'emploi de sa technique, donc c'était bingo pour pouvoir la contrer. Donc voilà, c'est pas allé aussi loin avec Moro, mais Vegeta a appris pile ce qu'il lui fallait. Ensuite, à partir de là, l'engrenage est lancé et on comprend aussi, on voit les avantages et les inconvénients de la technique de Vegeta. L'avantage, il est évident, c'est qu'il peut faire ressortir cette énergie-là de l'adversaire. Il n'est pas bien clair dans le chapitre s'il peut faire réellement sortir l'énergie de Moro lui-même, ou s'il ne peut faire sortir que l'énergie de ce qui est lié à une fusion ou une absorption. Parce que oui, Vegeta, dans le chapitre, va dire ensuite « Je suis capable de faire revenir en arrière, d'annuler les fusions, les absorptions ». Mais en même temps, Vegeta n'arrête pas de dire qu'il peut faire sortir l'énergie de Moro, et à un certain moment même du chapitre, vers la fin, il y a Vegeta qui dit à Moro qu'il n'a quasiment plus d'énergie restante dans son corps. Alors, est-ce que ça veut dire que Moro de base, comme Vegeta le souligne aussi, eh bien, sans acquisition autre, extérieure, il a une énergie extrêmement faible, et peut-être même Krillin pourrait se le faire, ou allez, soyons gentils, peut-être Goten en forme de base se le ferait, et tous ces acquis reposent sur la force des autres, et d'ailleurs ça me fait penser un petit peu à Overall, vous voyez, dans My Hero Academia, jusqu'à même la transformation finale me fait penser à Overall. D'ailleurs, dans le principe, il ne compte pas réellement sur ses pouvoirs à lui, quoique Overall comptait sur son alter, mais l'alter est un petit peu dissocié de l'être humain dans My Hero Academia. On peut le considérer un petit peu comme un pouvoir entre guillemets extérieur, bien qu'il soit lié génétiquement à l'être qui le possède. Et Moro, c'est un petit peu la même chose, un peu plus extrapolé par rapport au pouvoir qu'il absorbe, plus la transformation à la fin, transformation résidant sur une absorption de quelqu'un d'autre, encore une fois, c'était pareil avec Overall qui fusionnait. On a ce premier aspect-là, et on a le deuxième où Vegeta ne pourrait que justement toucher tout ce qui est fusion-absorption et pas plus. Ce serait un petit peu plus dommage parce que ça voudrait dire que si demain il y a un Broly bis, je vous dis vraiment ça au hasard, qui se pointe en tant qu'adversaire, eh bien Vegeta sera très puissant, mais sa technique de je t'enlève de l'énergie ne marchera pas. En même temps, je peux comprendre les auteurs parce qu'une technique comme ça, c'est extrêmement cheaté. Là, ça voudrait dire qu'à chaque adversaire qui arrive, Vegeta pourrait lui enlever son énergie et c'est réglé, on rentre à la maison. Donc ça serait vraiment dommage et il se couperait l'herbe sous les pieds scénaristiquement, je peux comprendre qu'il n'ait pas été si loin. Et si je soulève ce point, c'est pour une bonne raison, c'est tout simplement pour le fameux comparo de Goku Ultra Instinct face à ce nouveau Vegeta. Alors c'est pas le cœur de l'histoire, c'est pas le plus important, on a autre chose à foutre que de comparer ces deux dans Dragon Ball, bien que ponctuellement ça puisse être intéressant, et l'œuvre elle-même l'a déjà fait, avec leur premier combat, avec le combat entre la version Majin et Goku Seijido, etc. On est habitué à ce que ponctuellement ça arrive, la fin de DBS était sur ce ton-là aussi, le début de l'arc Moro l'était aussi, c'est pas forcément toujours un sujet prépondérant, mais la question se pose. Goku Ultra Instinct en forme Omen, aux cheveux noirs, par la forme maîtrisée, face à ce nouveau Vegeta, qu'est-ce que ça donne? Bien évidemment, nous avons Goku dans ce chapitre qui dit et qui accepte le fait que Vegeta l'a dépassé en disant que ne vous en faites pas, moi je suis Goku, je vais bientôt rattraper, si ce n'est dépasser Vegeta, sous-entendu qu'il est aussi le héros de l'œuvre, il faut pas trop s'inquiéter. Et c'est normal, ça va arriver, je n'en doute point. Mais de l'autre côté, même si Goku admet cela, ça peut être aussi une double signification double au sens où Goku est inutile face à Moro ou presque, on peut même dire qu'il est inutile, il a même failli se faire absorber son énergie, tandis que Vegeta a failli le tuer. Donc peut-être que dans un combat, Goku gagnerait face à Vegeta, mais dans le vrai combat, celui qui compte, celui face à Moro, Vegeta tire réellement son épingle du jeu. Donc ça peut être pourquoi, ça peut expliquer pourquoi Goku a fait cette déclaration-là, mais ensuite, la question se pose pour une confrontation directe Goku-Vegeta. Je pense que si Vegeta peut utiliser cette technique-là sur Goku et le priver de sa propre énergie, Vegeta va se prendre quelques bonnes claques dans la gueule et quelques bons coups de pied, mais je pense qu'il va résister grâce à son nouveau power-up, et à force d'être au contact de Goku, il va le vider de son énergie et le battre, et pourrait même le tuer facilement. Mais de l'autre côté, je me pose aussi la question à revers en me disant que si Vegeta n'est pas capable d'extraire ou d'enlever une partie de l'énergie de Goku dans son corps, bien si Goku gère bien son Ultra Instinct qui ne va pas trop fort, trop loin, trop vite comme Meru se suggérait au départ, Goku devrait garder un certain avantage parce qu'on voit qu'au début, avant que Moro perde son énergie, Vegeta tape dans Moro mais ça ne lui fait pas trop de dégâts, c'est même Vegeta qui prend quelques coups. Quand Moro a toute sa force, il prend le dessus physiquement sur Vegeta.
Donc Vegeta semble au mieux au même niveau que Goku Ultra Instinct, voire même un peu plus faible sans la technique des Yardra. Donc vous voyez, c'est très difficile à jauger, en tout cas c'est l'analyse que je peux vous en proposer. Ensuite, nous avons Vegeta, là il nous a fait croire qu'il faisait un Genkidama. Il avait carrément la main relevée, une seule main, c'est plus classe, le Genkidama une main, ça me rappelle Végéto qui se battait avec les pieds et qui a l'énergie qui se concentre au-dessus de lui. Mais non, cette sphère ne sera pas lancée sur Moro, ça aurait pu, mais en même temps ça aurait pu être con aussi de le faire parce que ça l'aurait réalimenté. L'énergie est libérée de par la main de Vegeta, et ça aussi c'est une belle symbolique, et on rentre dans la partie très émouvante du chapitre. L'énergie, au lieu du Genkidama qui va vers la sphère, au lieu de la technique de Moro, et là c'est tous pour un, et sauf qu'il peut parce que Moro va tout absorber et tout voler, là tout est redistribué. Il y a Vegeta qui nous fait le Robin des Bois, qui vole aux riches pour donner aux pauvres, et ça part aux quatre coins de l'univers, ou plutôt peut-être de la galaxie. On a même les Yardra qui attestent du fait que la technique marche plus que bien. Nous avons l'œil divin, si je peux le dire ainsi, du côté du palais de Dende, accompagné de SK, de Mister Popo, le célèbre Mister Popo, on ne l'oublie pas. On voit que l'énergie est redistribuée partout, et ce que l'on voit par la suite, c'est que l'énergie va réatteindre les lieux desquels elle a été extraite, mais surtout, il y a une explication, ils sont un petit peu en train de marcher sur un fil et on sent que c'est un peu bancal, mais ça passe quand même un minimum sans s'effondrer, le fait que même certains Namek peuvent revenir à la vie. Deux choses à mettre au point les devins. Déjà, comment ça se fait qu'au bout de plusieurs mois, les corps des Namek sont toujours intacts et n'ont pas été en poussière ou décomposés ou autre. L'explication qui est donnée, c'est que par SK, je crois qu'elle est donnée cette explication, c'est que les Dragon Ball de Namek étant restées sur Namek, même si elles ne sont plus actives, elles ont préservé la planète de ce qu'il en restait et elles ont préservé les Namek, le corps des Namek morts qui était resté dessus, et ça a permis donc à l'énergie de retourner dedans. D'ailleurs, on aura même Pibara qui nous dira que certains esprits qui ont un pouvoir latent suffisamment élevé, etc., de leur vivant bien sûr, peuvent être amenés à retourner à la vie lorsque l'énergie va leur revenir. Et d'ailleurs, ceux dont l'énergie a été absorbée par Moro vont revenir à la vie sur Namek, sous condition d'avoir un potentiel latent suffisamment grand, mais ceux qui ont été tués par la main de Moro, comme c'était le cas par exemple de Muri, l'ancien doyen des Namek, ne reviendront pas parce qu'ils ont été tués différemment. Donc SK pour le moment reste bel et bien le doyen des Namek. Je pense qu'on va rester avec SK comme doyen, je pense pas qu'on va aller au-delà. Et sur ce point-là, c'est vrai que c'est assez flou et je comprends que ça puisse vous décevoir parce que l'explication elle est plus là pour faire un petit peu semi-happy ending, vous voyez, c'est parce que c'est pas la fin de l'arc, mais en même temps, c'est un renouveau un petit peu entre guillemets heureux parce qu'ils ont quand même été fouettés dans tous les sens pour les Namek, et c'est surtout là pour alimenter une super symbolique autour de Vegeta. Vegeta et toute son expiation et toute sa rédemption par rapport à tous ses péchés dont il va parler après. J'aime beaucoup l'aspect philosophique qu'il y a derrière ça. Il y a une belle morale qui est affiliée au personnage et un bel état d'esprit qui lui est accordé en termes d'écriture. Je trouve que ça a été très très bien réfléchi par Toyotaru et ou Toriyama, mais ce qu'il faut aussi justifier, et la justification est relativement présente dans le chapitre aussi, à peu près tout est clair et justifié dans ce chapitre-là, il n'y a pas besoin de chercher et de tourner autour du pot 20 ans. Le fait que là, en fait, si on prend du recul, Vegeta vient de nous sortir une technique qui est capable de rendre la vie à des gens. C'est un peu ça que l'on voit ici. Alors je pense qu'il faut largement nuancer. On n'est pas en face d'un Whis ou de Dragon Ball en mode Deus Ex Machina bis. Je ne pense pas. Il y a plein de choses qui viennent restreindre tout ça. Déjà, je viens de le dire, le fait que la technique de Vegeta rend la vie seulement à ceux dont l'énergie a été absorbée. Donc franchement, dans l'histoire de Dragon Ball, une telle technique aurait été utile, mais elle l'aurait été pas forcément à chaque menace ou à chaque arc. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. L'autre chose aussi, et qui découle de ce premier fait que je viens de citer, c'est évidemment le fait que l'on peut se poser la question de est-ce que ces Namek-là étaient réellement morts? Alors oui, ils sont étalés au sol, leurs corps sont inertes et tout ça, mais en même temps, est-ce que, je vais reformuler ma phrase, est-ce que depuis ce temps, de 1 ou 2 mois, l'énergie que Moro en a absorbée a été consommée? Il est écrit noir sur blanc en japonais que c'est leurs esprits qui ont été aspirés dans le corps de Moro. C'est vrai que la version anglaise ou française peut nous parler d'âme, mais en japonais il est écrit esprit. Donc leur esprit a été absorbé, au final ça revient presque un petit peu au même, et si tu enlèves l'esprit du corps, eh bien il est inerte. Je me dis aussi qu'il y a sûrement une question de consommation. Nous on les a vus inertes et on pense que leurs âmes sont parties chez le roi Enma pour être jugées, enfer ou paradis de manière traditionnelle dans Dragon Ball, ce qui est largement possible. Mais l'autre option c'est que les Namek et leurs esprits, leurs âmes rejoindront le roi Enma et l'au-delà uniquement une fois que Moro les aura réellement tués. Si vous voulez, je vois l'absorption de Moro d'un autre œil aujourd'hui.
je me dis que lorsqu'il absorbe l'énergie de quelqu'un et donc son esprit et qu'il le laisse pour mort au sol, ça veut dire qu'il en a extirpé tout ce qui anime ce corps, mais qu'il ne l'a pas encore réellement tué. Il a fait une sorte de scission lui aussi entre l'âme et le corps, l'esprit et le corps, et il a enfermé l'esprit en lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'en tout début de l'arc, vers le chapitre 42 ou 43, quelque chose comme ça, Goku essayait de trouver en scannant en mode téléportation l'esprit, le ki de Moro, il a fini par le trouver, et une fois qu'il l'a senti, je n'ai plus la phrase exacte en tête, mais en gros, avec des synonymes, il me disait que c'était un petit peu comme ressentir des milliers ou des millions d'âmes qui appellent à l'aide et un certain côté noirâtre à tout cela, à l'intérieur même de Moro. Si Goku a senti que ces âmes appelaient à l'aide à l'intérieur de Moro, c'est peut-être qu'elles étaient toujours vivantes en fait. À l'intérieur de Moro, le temps de se faire bouffer, consommer, aller savoir quel petit merdier, sans être trop mal poli, il peut se passer à l'intérieur du ventre de Moro, je veux même pas savoir, mais il se passe des trucs de fou à l'intérieur. Donc je me dis aussi que si tu extirpes ces esprits-là de l'intérieur de Moro, qui ne sont en fait pas morts, ils ont juste été séparés, tu peux faire en sorte qu'ils retournent à l'intérieur de leur propre corps d'origine. Avec la petite tourne-toi vite fait, je t'embrouille, qui nous a été fait par rapport à la préservation des corps de Namek. Tu mets l'un dans l'autre un petit peu comme des Lego et ça finit par s'emboîter. À ce moment-là du chapitre, on en a déjà pour notre argent, même si je le rappelle, le chapitre est quand même en lecture gratuite, ce qui est vraiment pas mal par rapport à certaines époques que l'on a pu connaître où il fallait soit pirater, soit payer. Et du coup, à partir de là, c'est même encore plus puissant, il y a un florilège d'émotions et d'actions en même temps qui va se dégager. Émotion par rapport au cas de Vegeta, et là il va se passer des tas de choses. On va avoir le Vegeta qui bien sûr va jubiler un petit peu de sa supériorité par rapport à Goku, mais qui va le faire je trouve de manière un petit peu plus sobre que par le passé, moins dans les ricanements, dans la joie excessive, etc. Il va envoyer quelques pics parce que ça reste Vegeta, mais on sent qu'il a changé. Il y a même un moment Piccolo lui-même qui nous dit que Vegeta a mûri, a grandi, il le dit directement, donc là on peut pas faire plus clair. On voit également Vegeta qui essaye de démanteler un petit peu toutes les options de fusion et d'assimilation dans Dragon Ball. Alors Moro va renvoyer des coups ensuite dans le sens où Vegeta va faire tout un speech pour dire « Eh bien Moro, que fais-tu? Qu'attends-tu pour te battre avec ta propre puissance? Peut-être qu'une fois que je t'ai enlevé la puissance des autres que tu as volé tout simplement, tu ne vaux plus rien, tu as à peine assez de force pour tenir debout sur tes vieilles pattes. » Vegeta dit également qu'il ne croit qu'en la force que l'on développe soi-même. Bien évidemment, suite au tournoi du pouvoir, Broly, tout ça, il croit en la coalition, mais la fusion ce n'est pas son truc, ça ne l'a jamais été. Et encore que la fusion reste louable dans le sens où les deux protagonistes sont d'accord et que Goku et Vegeta ont quasiment toujours utilisé la fusion face à des adversaires qui eux-mêmes étaient une sorte de fusion ou d'assimilation de quelque chose, hormis Broly qui lui est juste un monstre de la nature, et là c'est différent. Mais Moro va encore plus loin parce qu'il prend l'énergie des gens, des êtres, des planètes et il les tue et tout ça, bien évidemment sans qu'il le veuille. Qui voudrait se faire dessécher par un vieux bouc? Personne. Et du coup, Vegeta dit que la seule chose qu'il veut, c'est un combat de très haut niveau, mais un combat loyal, un combat à 1 contre 1 et pas des 1 contre 1 déguisés. Pas oui, moi je suis Moro le plus fort de l'univers, de la galaxie, mais en contrepartie j'ai aspiré toute la galaxie ou tout l'univers pour y parvenir. Dans ce chapitre-là, on va parler un petit peu de fusion, avant de parler de celle de Moro qui est plutôt une absorption. J'ai mon petit sens de l'araignée façon Spider-Man qui s'éveille un petit peu, dans le sens où je me dis qu'une fusion Gogeta-Végétaux est probable. Pourquoi pas dans cet arc, pourquoi pas dans un arc futur, parce que c'est toujours vendeur, et mixer les nouvelles capacités de Vegeta et les nouvelles capacités de Goku, ça peut donner un truc de ouf sur un Gogeta ou un Végétaux. Mais de l'autre côté, aussi vendeur que soient ces deux formes, j'aimerais quand même dire que si je prends au pied de la lettre ce que dit Vegeta, ça peut largement nous mettre sur la piste inverse. La piste inverse est que Vegeta ne veut absolument plus et ne veut absolument pas de fusion. La fusion d'ailleurs a beaucoup, je trouve, été décrédibilisée dans cet arc-là. Je parle de la fusion Métamol ou Potara, je parle pas de l'absorption de Moro. Pourquoi est-ce qu'elle l'a été? Parce que si Goku et Vegeta avaient fusionné, peu importe, Végétaux, Gogeta, Moro aurait aspiré leurs énergies. Végétaux ou Gogeta n'auraient servi strictement à rien. Ça n'a jamais été dit clairement dans l'arc, mais on n'est pas bête, on l'a tous compris dès le début de l'arc. C'est une évidence. Alors peut-être qu'à partir du moment où Vegeta a sa nouvelle technique, à l'intérieur de Gogeta ou de Végétaux, ça deviendrait plus intéressant et il pourrait bloquer les absorptions de Moro, etc. Là, il y a un truc à manigancer et à jouer, mais sinon, jusqu'à présent, ça ne servait strictement à rien. Déjà, -1 pour la fusion. De 2, maintenant, on a Vegeta qui nous fait tout un dialogue pour nous dire que la seule chose qu'il veut, c'est se battre seul et qu'il ne veut plus d'adversaires avec ce type de pouvoir d'assimilation absorbé chez les autres, qu'il lui faut des adversaires qui soient forts par eux-mêmes, un peu comme Broly. Mais en même temps,
Vegeta est-il bien placé pour parler? Car dès qu'il lui arrive un adversaire qui le dépasse, eh bien il est pris de court. Il ne peut pas dire à Broly, attends, je vais m'entraîner pendant quelques mois ou je vais 10 jours dans la salle de l'esprit du temps et je reviens. Il ne peut pas faire ça, il ne peut pas se le permettre. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de fusionner. Donc c'est bien d'avoir ce genre de paroles, mais une fois que la menace arrive, Vegeta est bien bloqué et doit, pour sauver Bulma, pour sauver la Terre, pour sauver Trunks, pour sauver Bra, pour sauver tout le monde, eh bien il doit fusionner. Donc la parole de Vegeta est d'or, mais est-ce que ses actes sont réellement eux aussi d'or, voire même de diamant? Non pas comme les albums de Jul, non mais sans blague, il y a une belle philosophie, mais derrière tu peux pas suivre au niveau des actes. Là, Vegeta a la technique qui contre Moro, donc forcément que tu ne paries pas sur la fusion, et encore que l'on va voir face à Moro fusionner, ça risque clairement de déchanter. Donc ça dépendra de votre subjectivité, de ce que vous en pensez. On a peut-être là un discours qui désacralise les fusions, mais on a peut-être là aussi un discours qui se trahit lui-même et qui nous fait comprendre que même si on n'en veut pas, la fusion reste parfois une case obligatoire, du moins si l'on veut rester en vie et obtenir la victoire. Là où je vous disais que Toyotaru fait une masterclass par rapport à lui-même dans Dragon Ball Super, c'est aussi par rapport au discours et à l'échange qu'on a pu avoir entre Piccolo et Goku. J'ai vraiment kiffé. Alors c'est vrai qu'au niveau du dessin, on a l'impression d'avoir un Goku assez juvénile, mais j'ai envie de dire, je m'en fous un petit peu. Quel est le propos qui est raconté à l'intérieur? C'est tout simplement que Piccolo demande un petit peu à Goku s'il se rend compte à quel point il a pu changer Vegeta, s'il se rend compte à quel point Vegeta a grandi et a mûri, s'il se rend compte de l'évolution de ce personnage-là, qui était arrivé autrefois pour péter la gueule de la planète Terre, mais Goku s'était opposé à lui, qui ensuite a fait des tas d'actes génocidaires sur Namek par exemple à l'époque, pour la solde de lui-même, et plus en arrière dans le passé à la solde de l'armée de Freezer. Bon voilà, il y a eu des tas de choses très mauvaises dans le passé de Vegeta, avec un Piccolo qui relativise en disant bon c'est pas grave Son Goku, tu ne te rends pas trop compte de l'impact que tu peux avoir sur Vegeta, mais bon c'est mieux ainsi, c'est l'ordre des choses naturelles et ça se passe bien comme ça. Genre Piccolo est un petit peu fier de la situation et tout, c'est cool, mais derrière on a carrément Vegeta qui de manière naturelle va surenchérir sur ça. Parce qu'il va y avoir Vegeta qui va se positionner un peu comme dans la fin de Fukatsu no F avec la main en avant pour balancer une vague de ki, qui va sur demande de Jaco qui lui veut se débarrasser de Moro, éradiquer Moro. Mais bon, là aussi on pourrait pester sur le fait que Vegeta aurait pu tuer Moro en une fraction de seconde, mais forcément ils vont blablater. Bon, c'est un petit peu le faible de tous les mangas, arrivé au moment de détruire l'adversaire, aussi bien que ça soit le méchant ou le gentil, il y en a toujours un des deux qui va parler, et ça va permettre à l'autre de s'en sortir. Vous savez tous comment ça se termine tout ça. Et là, Vegeta jubile un petit peu, mais pas trop. Mais surtout, il va faire mention à l'enfer, le fait que Moro va finir en enfer. Et Moro va répondre quelque chose à Vegeta, quelque chose que je n'aurais pas cru. On pourrait même se demander si Moro n'en sait pas plus que ce que l'on a vu dans les chapitres, mais bon, ça me semblerait bizarre. Il demande quand même à Vegeta, ne penses-tu pas que toi-même tu vas aussi aller en enfer? Je me demande comment est-ce que Moro se pose cette question-là. Parce que Vegeta s'est toujours opposé à Moro. Moro c'est, je pense d'une certaine manière, qu'il fait partie du camp des méchants, étant donné qu'il éradique tout le monde, et il est censé ne connaître que ça de la vie de Vegeta. Donc comment sait-il qu'en Vegeta, il y a une part de lui qui mérite l'enfer? Et justement, Vegeta va surempiler en disant « Mais moi, j'en ai rien à foutre, je suis lié à l'enfer. Je sais qu'au bout du compte, je suis un méchant et je suis préparé pour les conséquences de cela depuis très longtemps. » Donc là, j'ai vu que cette phrase fait réagir. Cette phrase est-elle logique ou pas? Cette phrase est-elle une connerie de la part de Toyotaru ou pas? En fait, j'ai envie de vous dire, il faut comprendre un truc très simple, c'est que ce que l'on a là, c'est le point de vue de Vegeta. Et j'ai même envie de dire que le point de vue de Vegeta est un petit peu biaisé par rapport à la situation. Donc il y a deux choses à prendre en compte, et je suis plutôt sûr de mon coup sur cette explication-là. La première, c'est que Vegeta blablate un petit peu avec Moro, parce qu'il a besoin de le faire un petit peu parler, même si c'est la fin et qu'il a pris le dessus, c'est toujours bon de recueillir des informations. Imaginez que Moro s'était mis à nous sortir d'où ils viennent, son lore, son passé, avant la bataille contre le Daikaioshin, ça aurait été intéressant pour se prémunir d'hypothétiques nouvelles menaces. Donc ce que fait Vegeta n'est pas bête de faire parler Moro. Mais je pense qu'au-delà de ça, de jouer un petit peu sur les mots, sur la psychologie, il y a une grosse part de vrai. Vegeta pense qu'il est lié à l'enfer, et c'est légitime. Est-ce que vous arrivez à vous mettre à la place de Vegeta? Parce que vous avez beaucoup le côté héroïque de Vegeta en tête, et on l'a tous, moi-même en tête. Je fais référence aux réactions que j'ai vues sur les réseaux en disant que c'était ignoble que Vegeta parle comme ça, que Vegeta devrait se considérer comme un être qui va finir direct au paradis. Non, imaginez-vous avoir fait dans votre vie le 10e de ce que Vegeta a fait, aussi bien en mal qu'en bien. Imaginez avoir tué autant de personnes innocentes que Vegeta l'a fait de sang-froid. Vegeta a menti, Vegeta a tué, Vegeta a génocidé, Vegeta a conquéri des planètes, Vegeta a éradiqué des peuples.
Vegeta a volé toutes sortes d'artefacts, de richesses à divers peuples. Est-ce que vraiment vous vous rendez compte de tout ça? Et Vegeta, à l'époque de Nappa et tout ça, voulait faire la même chose sur la planète Terre. Ensuite, il a rempli dans le côté méchant sur Namek. Et à partir de là, le retour sur Terre, il a commencé à s'assagir. Mais il avait toujours encore beaucoup de défauts et beaucoup de péchés. Au moment de la période C19, C18 et Cell et tout ça, c'était des péchés moindres, mais c'était quand même des péchés qui se sont additionnés à la liste d'énormissimes, d'inquantifiables péchés qu'il a pu faire auparavant. On va être gentil, même si je ne suis pas sûr que les proportions sont celles-ci. On va dire que si on devait faire un tableau pour séparer les bonnes actions des péchés de Vegeta, ça serait un petit peu 50-50. Et du coup, imaginez-vous être dans ce cas de figure-là. Je vais vous donner un exemple dans la vie réelle et un exemple qui malheureusement arrive. Il arrive des fois que vous faites votre petit bout de chemin en voiture ou je sais pas trop avec quoi vous pouvez rouler. Vous roulez tranquillement, vous êtes à une vitesse normale et il arrive quelqu'un en moto, par exemple en scooter, il roule à fond comme un cinglé, vous lui rentrez dedans et par la force des choses vous le tuez. D'une certaine manière, vous êtes en aucun cas responsable. Vous rouliez bien sur votre route, vous avez respecté le code de la route et la vitesse à laquelle vous alliez. C'est lui qui faisait le cinglé ou elle qui faisait le cinglé sur son véhicule. Et bien même si vous n'êtes en aucun cas fautif, vous en allez avoir des remords et vous allez ressasser tout ça tout le temps et vous allez vous poser beaucoup de questions, peut-être même quant à votre sort si vous êtes religieux par rapport à ce qui va vous arriver dans l'au-delà. Alors imaginez pour le cas de Vegeta, j'insiste beaucoup sur le sujet parce que j'ai l'impression que ça n'est pas passé au sein de la communauté Dragon Ball et c'est vraiment super important. Les questionnements intérieurs de Vegeta sont tout à fait légitimes, je vois des gens qui balayent ça d'un revers de la main. Oui mais Vegeta s'est sacrifié face à Boo alors maintenant tout va bien. Non, c'est loin d'aller très bien. Et même avec toutes les bonnes actions de Dragon Ball Super et tout ça, je suis sûr que ça ne sert à rien. Alors peut-être qu'au bout du compte, à la fin de l'histoire, Vegeta rendra au paradis. J'ose espérer que ça sera le cas. Mais je comprends tout à fait que ce personnage-là se sente lié à l'enfer une fois qu'il rejoindra à nouveau l'au-delà. Franchement, ça ne m'étonne pas du tout comme logique. Donc je trouve que l'écriture du personnage est juste parfaite. D'ailleurs, petit retour en arrière dans le chapitre, j'ai oublié d'en parler, il y avait Vegeta qui nous faisait l'étalonnage, un petit peu la démonstration et la description de sa nouvelle technique, la scission de l'esprit forcé là, et il disait même à Piccolo qu'il serait capable de défusionner ou d'annuler des absorptions, des assimilations telles qu'il y a en Piccolo. Ça voudrait dire que Piccolo pourrait être à nouveau séparé entre Piccolo que l'on connaît, qui est gentil, qui est devenu gentil par la suite quand même, donc il n'y a pas trop de soucis à se poser, avec Kami et avec Nail. On pourrait avoir le retour de ces personnages-là. Bon, j'en vois pas l'utilité parce que Piccolo est très bien ainsi, mais bon, ça pourrait peut-être servir si Dende se fait tuer, on ramène Kami pour avoir les Dragon Ball. Ça pourrait être intéressant comme technique de Vegeta. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent, beaucoup de portes ouvertes par rapport à ça. Vegeta peut faire une sorte de scission, je pense, avec ce qu'il y a à l'intérieur de Majin Buu et sortir par exemple le Dai Kaioshin. Je vois pas trop dans quel intérêt, si ce n'est pour que le Dai Kaioshin aille se promener un petit peu dans le Kaioshinkai et aille pêcher des poissons là-bas. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Après, peut-être que le Dai Kaioshin pourrait être associé à Beerus, vous savez, le fameux lien qui est entre Shin, le Kaioshin le jeune, et Beerus. Le Dai Kaioshin est beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide et beaucoup plus mature, donc ça préserverait un petit peu plus la vie de Beerus, je pense. Mais mis à part ça, ça sert à rien. Shin et Kibito ont déjà été défusionnés grâce à Porunga, et c'est vrai qu'on a également le cas qui va arriver là dans pas longtemps dans le chapitre, qui va arriver dans pas longtemps dans ma review, le cas de Moro. Vegeta peut-il défusionner la nouvelle fusion de Moro? On va s'en parler un petit peu dans les quelques minutes qui vont arriver. Mais au-delà de ça, pour le moment, ça ne sert plus à grand-chose. Ça aurait pu servir de ouf face à Zamasu. D'ailleurs, imaginez la parodie si Gatai Zamasu revient, un petit peu comme dans Super Dragon Ball Heroes, que Vegeta a cette technique-là, qu'il arrive à séparer les deux entités, Zamasu, Goku Black. Ça serait vraiment drôle de voir leur tête à ce moment-là. Mais sinon, ça vient aussi appuyer le propos que je vous disais tout à l'heure. On a Vegeta qui affirme ne plus vouloir se battre en mode fusion, et du coup, Vegeta a peut-être aussi les moyens d'éviter cela au maximum. Or, les cas comme Jiren ou comme Broly, face auxquels la fusion est quasiment inévitable, sauf si Goku nous pète un ultra instinct maîtrisé, mais en fait, la plupart des êtres fusionnés, et c'est pour ça que le débat se pose sur la nouvelle forme de Moro, pourront être défusionnés par Vegeta, du moment où il n'est pas mis KO. Du coup, imaginez qu'il y arrive dans le scénario un Gatai Zamasu bis. Ça veut pas dire que c'est Zamasu, ça veut dire que c'est un nouvel être qui est fusionné, qui est ultra puissant. Il y a deux mecs surpuissants qui débarquent et en plus de ça, ils fusionnent et tout ça. Quand ils n'étaient pas fusionnés, Goku et Vegeta arrivaient à les gérer, mais une fois fusionnés, ils n'y arrivent plus du tout. C'est vraiment la mort pour eux et Vegeta va utiliser sa technique, les défusionner. Donc en fait, on a un petit élément, un artifice scénaristique, tout simplement pour pouvoir éviter que l'adversaire fusionne et éviter alors que les héros eux-mêmes fusionnent et donc éviter le plus possible
Gogeta et Végétaux, car Goku et surtout Vegeta ont la mentalité qui leur est propre de vouloir se battre par eux-mêmes, c'est en eux, ce sont des Saiyans de sang pur. Mais justement, la question se pose, parce qu'à partir de ce moment-là, on a Moro qui est redevenu vieux d'apparence, et j'aime beaucoup ce design de Moro vieux sincèrement. Je commençais à m'habituer aux jeunes, donc j'avais plus de problème avec, il passait bien, il avait toujours un regard très maléfique, très malicieux, mais il faut avouer que la version vieille est très très badass, mais bon, elle est pas puissante, qu'est-ce que vous voulez faire? Et il dit qu'il a quand même sa magie. Et là, j'ai envie de dire, c'est cool de ressortir la magie de Moro, mais pourquoi ne pas s'en être servi plus tôt? C'était intéressant de s'en servir auparavant. Est-ce qu'à un certain niveau de force, Moro devient tellement présomptueux qu'il n'utilise plus sa magie? C'est dommage de ne pas utiliser tous les atouts que l'on a dans la manche. Est-ce que Toyotarou et Toriyama ont manqué de précision, n'ont pas puisé dans tous les atouts scénaristiques qu'ils ont pour pouvoir faire en sorte que Moro se batte correctement? Mais je ne pense pas qu'il l'ait oublié, parce que dans le combat Goku Ultra Instinct face à Moro, Moro disait qu'il avait une panoplie énorme d'habilités qui sont liées à ses pouvoirs magiques. Pourquoi ne s'en est-il pas servi? Peut-être parce qu'il avait le dessus facilement face à Goku Ultra Instinct, facilement entre gros guillemets. Mais face à Vegeta, ça me semble très étrange. Il a fallu que Moro arrive au plus bas pour qu'il ressorte sa magie. Donc c'est vraiment dommage, parce qu'en Moro, on voyait tous une sorte de Babidi version plus améliorée God tier, vous voyez. Et c'est dommage que ça n'arrive que dans les derniers retranchements. Pour maximiser les capacités du personnage, il faut mixer sa magie et ses pouvoirs en termes de force physique. C'était ça qui faisait l'attrait du personnage. On savait qu'un personnage juste magicien ne pourrait pas paralyser trop longtemps Goku et Vegeta, et on sait grâce à Broly ou Jiren qu'un personnage trop puissant ne peut pas les paralyser non plus. Par contre, l'addition des deux, ça c'était un autre délire qui malheureusement n'a pas été exploité. Ce qu'il se passe ensuite, c'est que grâce à cette magie, on ne sait même pas trop ce que fait Moro, s'il puise un petit peu dans la puissance de la Terre ou un truc comme ça. En tout cas, Moro fait une sorte de disparition extrêmement rapide que seul Jaco est capable de suivre, donc toujours un petit côté valorisant pour Jaco que j'apprécie, sans le mettre trop en avant. C'est même lui qui va dire à Vegeta, regarde en haut. Ça me fait penser ce passage-là où Moro fuit, un petit peu au Dr Gero à l'époque qui profitait pour fuir, et c'était Vegeta d'ailleurs qui était à ses trousses. Vegeta qui lui était supérieur mais qui a fini par le perdre de vue. Bon là ça n'a pas duré longtemps, Vegeta va vite partir à la pourchasse de Moro. Bon, je me demande si dans ce cas-là, avec les forces qui lui restaient, Goku n'aurait pas pu tenter une téléportation sur Moro, lui mettre une petite tarte un petit peu comme quand il met un coup de poing dans la gueule de Bojack dans un film DBZ, histoire de le calmer avant qu'il ne fasse quelque chose. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là. Mais Goku aurait peut-être pu faire quelque chose. Vegeta n'aurait pas forcément pu sortir la téléportation car il l'a sorti, si vous me permettez l'expression, du bout des doigts, c'est vraiment le cas de le dire. Mais bon, ils ont été pris de court et Goku est super fatigué dans cet état-là. On voit qu'il est complètement mort, on dirait même la fin du tournoi du pouvoir. Hein. Son état, mis à part qu'il a encore le haut des vêtements, mais au niveau du corps, du visage, il a les yeux un petit peu écarquillés avec les grosses cernes en dessous, bien marquées au crayon là. Donc vraiment, ça se voit qu'il n'est pas en bon état. Vegeta, avec toute sa puissance, n'a pas réussi. Ça me paraît bizarre parce que comment ça se fait que Moro puisse tout d'un coup réagir et bouger aussi vite alors qu'on nous disait qu'il n'était pas capable de bouger, qu'il n'avait presque plus de force pour tenir sur place. Je me dis que grâce à sa magie, il a utilisé la force de la planète Terre, soit pour augmenter un petit peu ses réserves pour filer vers son vaisseau, soit qu'il s'en est entouré de l'énergie de la Terre pour pouvoir se mouvoir rapidement. Bref, en tout cas, il arrive devant son propre vaisseau, son vaisseau mère, et il y voit Seven Slee et Shimoreka. Alors, si vous avez suivi mes vidéos, les devins, vous savez que c'est pour moi une demi-surprise. J'étais très convaincu que Seven Slee serait un atout majeur pour Moro, qui lui servirait énormément, et du coup, même s'il ne s'en sert pas de la même manière que je l'avais dit dans ma vidéo, le mécanisme reste cousin, on va dire, et ça m'étonne pas. Shimoreka qui ne paye pas de mine, on l'a déjà vu au combat, il est pas si fort que ça, et du coup il se fait cramer comme une petite merguez, et Seven Slee derrière va suivre. Vraiment ils se font cramer avec une rapidité incroyable, donc je pense vraiment que Moro a puisé dans la force de la planète. Moro fait une révélation en disant « Heureusement pour moi, j'ai tout planifié auparavant, et j'ai gardé un backup, donc si vous voulez une sauvegarde, une copie de moi-même à l'intérieur de toi, donc à l'intérieur de Seven Slee. » Et c'est à ce moment-là que Moro va se mettre en mode The Kairi 78, à l'époque où il nous sortait sa sauce brésilienne barbecue, et qu'il va se mettre à déguster, à dévorer, à avaler quasiment tout cru, même s'il l'a fait un petit peu carbonisé, Seven Slee. Alors il n'est pas bien clair si Moro a aussi bouffé Shimoreka, on ne le voit pas au sol cramé, on voit direct la nouvelle forme de Moro qui apparaît. Vegeta tente d'envoyer une vague de ki mais ça ne sert à rien, c'est un mécanisme déjà utilisé dans Dragon Ball lorsqu'un personnage évolue ou est en pleine transformation ou absorption. En plein milieu de l'évolution, on lui envoie une vague de ki pour le stopper mais il est tellement déjà trop fort que ça ne marche pas.
Donc le seul que l'on voit se faire dévorer, c'est Sevensli, et on ne voit pas Shimorika y passer. Donc est-ce qu'il a juste été tué et grillé, ou est-ce qu'il a vraiment été dévoré aussi? Je ne saurais pas vous le dire. C'est dommage, en fait, il aurait peut-être pu absorber au moins l'énergie comme ça de Shimorika, mais après elle est tellement insignifiante que peut-être ça ne vaut rien pour lui. Mais le clou du spectacle, c'est Sevensli. Moro fait un regard démoniaque, Vegeta, en tout cas son attaque, ne sert à rien. Ce que je ne comprends pas trop, c'est que Vegeta est déjà essoufflé, alors que pourtant il avait plutôt bien le dessus sur Moro. Il était très souriant, sur le point de le tuer, et là j'ai l'impression que juste le fait d'avoir fait un jump vers le haut pour aller vers le vaisseau et envoyer la vague de ki a consommé énormément d'énergie en Vegeta. Ça me semble vraiment un petit peu abusé, franchement, hein, sur le coup. Mais bon, je pense que c'est pour le bien de la mise en scène, pour montrer vraiment que là, il y a un Vegeta en déclin et un Moro qui prend un chemin ascendant. On voit que Moro a changé de forme, mais on ne voit pas encore laquelle. On voit que Vegeta chute du ciel. Il s'est pris tellement une raclée là-haut qu'en retombant, il n'a plus le Super Saiyan Blue, c'est pour vous dire. Sa nouvelle technique n'a absolument pas marché pour le moment, mais il est possible que Moro n'a pas touché physiquement Vegeta, parce qu'il y a peut-être aussi une condition à la nouvelle technique de Vegeta, qui est de devoir toucher ou au moins frôler son adversaire. Et si Moro l'a attaqué autrement, ben forcément ça n'a pas marché. La nouvelle forme de Moro commence à se révéler, avec un effet de zoom avec les 3 cases. Ça sert pas forcément de faire ça, mais derrière, on est servi. Et je trouve qu'on est bien servi avec une pleine page de la part de Toyotarou. Je sais que ça a l'air de rien, une pleine page, mais venant de Toyotarou, c'est rare que ça sorte. Donc accueillons-la avec plaisir. Et on a une pleine page pour admirer la nouvelle forme de Moro. Moro qui est au moins fusionné à Sevensli et au mieux fusionné à Sevensli et Shimorika. Mais c'est vrai que sur le design, j'ai l'impression que l'on ne voit que les attraits physiques de Moro et de Sevensli. Donc on va supposer que c'est une fusion uniquement de 2 personnages, pas vraiment une fusion, mais une assimilation. Le design, alors le design, parlons-en. J'ai vu de tout et de rien, et j'ai vu surtout du négatif en termes de retour. Donc déjà, j'ai envie de vous dire que ça ne sert à rien de juger au moment où la forme apparaît. De tout temps dans Dragon Ball, on a trouvé que dès qu'un personnage apparaît, il n'est pas forcément classe. C'est rare que dès qu'un personnage apparaît, il est très classe. Regardez toutes les formes de Freezer. Elles sont à première vue, là quand j'étais tout petit que je lisais ça, il y en avait un, c'était sa forme mini mais en version géante, il y avait une version alien, il y avait la version forme finale qui semble ridiculisée parce qu'il devient de suite beaucoup plus petit, chétif, avec une tête ronde, on dirait une boule de billard. C'est après, c'est une fois que le personnage parle, une fois que le personnage se bat, que l'on apprécie le personnage. Et maintenant, Freezer forme finale, c'est juste un classique, c'est indémodable. Mais quand c'est apparu, c'était un petit peu bizarre. Si vous prenez celle, la première, la deuxième forme, j'oserais même dire qu'elles sont un petit peu dégueulasses. La forme finale, c'est vrai que dès qu'elle est arrivée, elle pétait, elle claquait, mais il y avait quand même Vegeta qui se moquait de lui dans l'œuvre elle-même en disant qu'il était tout petit, le Cell forme parfaite. Vegeta n'est pas en reste, hein, il est petit aussi, mais il se moquait quand même de lui. Les formes de Majin Buu, on commence d'abord avec un Bibendum façon Michelin, ensuite on a un gris tout sec, on a Super Buu qui tranche un petit peu entre les deux, qui est pas mal, mais ça reste quand même une espèce de masse de chewing-gum tout rose, un petit peu bizarroïde. On a les évolutions par rapport aux absorptions de Gohan, de Gotenks et autres qui sont cool parce qu'elles reprennent les designs des personnages connus, mais au-delà de ça, ça reste tout aussi loufoque. Et devrais-je rajouter aussi Beerus? Je ne faisais pas de vidéo YouTube à l'époque, mais si j'avais fait une vidéo à l'époque de quand Beerus est apparu, je vous aurais dit que son design était pourri. C'est quoi ce vieux chat de gouttière là? Qu'est-ce qu'il fout ici? Mais franchement, aujourd'hui, Beerus fait partie de mes personnages préférés de Dragon Ball Super, design y compris. Donc faut laisser le temps aux choses, laisser le temps que l'on s'imprègne des choses, et comme je vous disais tout à l'heure, la première version de Moro, là où il est vieux, me semble être la meilleure, c'est celle que je préfère. Quand j'ai vu apparaître celle où il était de plus en plus jeune, vous pouvez reprendre mes vidéos, je vous disais que j'étais pas trop fan, mais là, a posteriori, la forme de Moro jeune ne me dérangeait pas, elle passait très très bien. Pas aussi bien que la version âgée, mais elle passait bien. Donc je pense qu'il faut prendre un petit peu le temps et prendre du recul. Il est vrai que là on est sur un design un petit peu plus classique, c'est vrai que ça peut vous faire penser à Cell, etc. Mais ça fait combien de temps que je vous répète que Sevensli ressemble à Cell? Donc rien d'étonnant là non plus. Et j'ai tout simplement envie de vous dire quelque chose, parce que je sais que sur les réseaux sociaux on parle souvent pour rien. Connaissez-vous l'œuvre de Akira Toriyama? Dites-moi dans un commentaire vraiment si vous la connaissez, répondez-moi honnêtement. Connaissez-vous l'œuvre qui s'appelle Cashman? Est-ce que vous connaissez ce personnage? Regardez, je vous mets les deux côte à côte. Je vous montre donc le fameux Moro fusionné et je vous montre Cashman. Cashman qui est sorti en 1990, qui a d'abord eu droit à sa petite version manga et ensuite qui a eu droit à un petit animé OAV d'à peu près 15 minutes. Donc regardez bien et comparez. Et si vous regardez bien en Cashman, vous pourrez voir qu'il y a énormément de traits et d'attraits physiques qui ressemblent à Freezer et Cell.
Et rien d'étonnant. Et regardez, nous sommes en 2020, combien d'années après, nous avons un design qui reste dans la pure veine de ce que Akira Toriyama lui-même créait dans un passé fort lointain. Donc pourquoi est-ce qu'on s'étonne de ce design-là? Sincèrement, je ne sais pas. Je suis quand même plutôt d'accord avec l'avis global. Je préfère le Moro vieux, mais ce Moro jeune fusionné avec Seven Sea me semble tout à fait cohérent et je trouve assez classe. Alors je vois les gens dire oui mais ça ressemble à Super Dragon Ball Heroes. Alors je ne comprends pas en quoi ressembler à Super Dragon Ball Heroes serait une tare, franchement. Surtout que là, la ressemblance avec Super Dragon Ball Heroes, c'est avec les démons, avec le côté corne et les yeux noirâtres et les oreilles pointues, et c'est principalement avec Mechi Kabura. Mechi Kabura qui est selon moi le plus classe de tous les démons que Super Dragon Ball Heroes n'ait jamais inventé. Peut-être que vous l'avez vu uniquement dans l'épisode animé de transition de Heroes et ça serait fort dommage, mais si vous connaissez l'histoire en manga au moins et du jeu vidéo, vous savez que Mechi Kabura est juste un personnage énorme en termes de chara-design et en termes d'écriture. Donc franchement, toutes les inspirations de ce personnage-là sont juste top de cette fusion. Maintenant, reste à voir quelles sont ses habilités. On en a quelques petites informations. Moro nous dit que, étant donné que c'était un backup de lui-même, il a pu donc récupérer au moins la totalité de ses pouvoirs d'auparavant, mais il a aussi pu récupérer toutes les capacités de combat de Seven Sea. Donc il dit qu'il est plus fort qu'avant, parce que c'est le même Moro qu'avant, plus les capacités de Seven Sea, plus les capacités de copie de Seven Sea. Et là, on est dans une grosse merde, les gars, par rapport au sauvetage de la Terre, ça devient très compliqué. Parce que là, on ne sait pas d'ailleurs combien de slots aura dans son diamant au niveau du cerveau, là, Seven Sea ou Moro Seven Sea, je ne sais pas comment on va l'appeler, on va continuer de l'appeler Moro pour le moment. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il ressemble à Overall de My Hero Academia. Overall qui à la fin de l'arc éponyme se met à prendre des morceaux à droite à gauche de ses alliés, de ses camarades, si je peux le dire ainsi, pour faire des sortes de fusion-absorption. Et c'est contre cette espèce de monstre Overall que Izuku va nous pondre le One for All 100%. Et sincèrement, j'ai vu personne se plaindre du design ou de ce que faisait Overall, alors que pourtant, chez lui aussi, c'est vu et revu, hein, le fait qu'un adversaire récupère des pouvoirs chez ses alliés, les bouffe, les machins, ça arrive tout le temps, hein, ça arrive aussi dans Naruto, Boruto, avec les Otsutsuki qui font souvent ça, qui se bouffent entre eux, personne se plaint. Mais dès que c'est dans Dragon Ball Super, bon là, forcément c'est moins apprécié, je ne sais pas pourquoi, on vit à une drôle d'époque, hein, quand même au niveau de l'appréciation de Dragon Ball, il y a vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, Dragon Ball souffre de l'image qu'il a, mais bon, c'est dommage. Et du coup, je vous disais, combien de slots peut-il avoir? Seven Sea en avait 3, mais est-ce que grâce à Moro, peut-être que le nombre de slots disponibles pour copier les adversaires est monté à 6, peut-être que la durée de copie a monté, on ne sait pas, mais là on se dirige vers quelque chose de très compliqué, et c'est pour ça que je vous disais que ma théorie sur Seven Sea, ma prédiction, qui ne s'est pas réalisée, soyons francs, mais elle reste cousine de ce que fait Toyotaro en termes de mécanisme. Au final, je vous avais dit que ça serait probablement Seven Sea, le boss final de l'arc. Avais-je réellement tort, les devins? Ben, pas tellement, parce que là, l'être que l'on a, il est à moitié constitué de Seven Sea, à moitié constitué de Moro. On le voit bien sur son chara-design d'ailleurs. Donc en partie, ce que j'ai dit est vrai. Seven Sea est donc une partie du boss final de l'arc, et tout ce que j'avais dit peut se réappliquer à cette nouvelle forme que Toyotaro nous a inventée. Moro / Seven Sea est maintenant capable de recopier les capacités de Goku Ultra Instinct. C'est une technique, et Seven Sea copie les techniques. Il est capable de copier la technique de contrôle de l'esprit de Vegeta, et je serais curieux de voir comment ça va se dégoupiller tout ça, parce que je vous l'ai dit, contrôler et gérer son esprit c'est une technique, mais ensuite derrière il y a ce que tu en fais, les habilités que tu en ressors. Est-ce que, en copiant le contrôle de l'esprit de Vegeta, Moro pourra en faire découler certaines habilités? Peut-être qu'il sera bloqué, ou peut-être qu'il va s'en servir majestueusement. Mais du coup, il y aura un troisième slot disponible. Parce que dans ma théorie initiale, si Seven Sea devenait le boss, il copiait Moro, Goku, et il copiait Vegeta. Donc les 3 slots étaient pris. Mais là, Moro est déjà dans le corps, donc il n'y a pas besoin de le copier. Qui peut être le troisième atout qui pourra être copié par Moro? Alors ça peut très bien être un Gohan, un Piccolo, un Jaco, histoire de dire de remplir, ça peut toujours servir. Mais bon, voilà, je me pose la question de qui peut être le troisième slot. Il y a aussi 2 personnages que l'on n'a pas vus, qui n'ont même pas été mentionnés dans ce chapitre et qui sont quand même importants et dont il faut parler un petit peu aujourd'hui. Je ne vais pas éterniser sur le sujet, mais je pense qu'il faut faire un petit reminder de ça. C'est les cas de Merus, l'ange, et de Beerus, le Akaishin de l'univers 7. Et c'est vrai que quand on voit la posture dans laquelle se retrouvent Goku et Vegeta, il y a très peu de chances qu'il leur reste pour pouvoir s'en sortir par eux-mêmes. Il leur reste un espèce de regain, un petit peu comme durant le tournoi du pouvoir, un exploit en fait, comme le disait Whis dans le précédent chapitre, les Saiyans poussés à leur limite et tout ça, avec une sorte d'ultra instinct maîtrisé qui va ressortir, Vegeta qui peut-être va
prendre l'énergie ou l'esprit, qui va forcer même l'esprit des gens tels que Piccolo, tels que Gohan, etc. vers lui-même pour se rehausser un petit peu et balancer sa technique sur Moro pour faire une scission en lui et Goku va finir le taf au corps à corps. Tout cela est possible, la fusion est possible, même si ce n'est pas ce qui est le plus souhaitable, mais à côté de ça, l'intervention extérieure, et plus précisément celle de Merus et ou de Beerus, enfin même je dirais ou de Beerus, parce que je vois pas pourquoi Merus et Beerus en même temps interviendraient, ça n'aurait pas de sens, c'est un ou l'autre. On ferait intervenir Merus, j'ai déjà traité le sujet longuement sur ma chaîne YouTube, juste pour se débarrasser du personnage, parce qu'ensuite le Daishinkan ou même Moro tuerait Merus, mais Merus foutrait un énorme coup sur Moro qui l'affaiblirait énormément, le scellerait ou le tuerait carrément, un des trois. Sinon Beerus, et là ça peut être intéressant, ça peut être drôle, ça fait de l'écho avec le précédent live, vous savez, qu'on s'est fait le mois dernier, je crois de mémoire sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit un truc qui vous avait fait vraiment tous rire, mais franchement j'y crois encore, c'est le fait que Beerus va peut-être bouffer Moro, au point où on en est, et je vois même encore mieux ce mois-ci par rapport au mois précédent, où est-ce que l'humour pourrait se situer. On a Moro qui de base est un personnage qui veut dévorer pas mal de choses dans la galaxie et qui l'a déjà fait. Ensuite on a tout un petit mini pan d'histoire qui est tourné autour de Beerus, soi-disant pour l'occuper ailleurs, avec Beerus qui cherche de la nourriture et qui précise qu'il veut une nourriture exquise, il veut pas n'importe laquelle. Nous mettant sur la piste que Beerus ne connaît qu'une seule forme, qu'un seul lieu où trouver de la nourriture exquise, et c'est sur Terre. Comme par hasard, Moro se trouve sur Terre. Troisième chose qui vient de se passer, on a Moro qui vient de surenchérir sur l'absorption. Il vient de perdre les précédentes à cause ou grâce à la technique de Vegeta et la scission forcée de l'esprit, mais Moro vient de se auto-renforcer en réabsorbant lui-même qui était contenu à l'intérieur de Seven Sea, qu'il a dévoré comme un cinglé, et donc en fait Moro n'arrête pas de bouffer des trucs. Donc ça serait l'arroseur arrosé, le bouffeur qui est bouffé par Beerus. Imaginez Beerus en train de se faire des petites côtelettes ou un tacos 3 viandes là de Seven Sea, ça pourrait passer, je vous jure, qu'en humour Toriyamaesque, Dragon Ballesque, si vous êtes plutôt connaisseur du genre, etc., de l'œuvre de Toriyama au sein de Dragon Ball, mais également en dehors de Dragon Ball, il a toujours aimé ce genre de choses, ça pourrait être possible. Beerus se rend sur Terre, il veut une très bonne nourriture, etc. Bulma ne peut pas le lui fournir parce que vous savez qu'elle n'est pas là, etc. Et puis c'est la guerre sur Terre. Beerus va se rendre sur le champ de bataille, il va peut-être se rappeler d'une manière assez drôle de la recette de bouc braisé que tel chef chez Bulma lui a fait goûter ou quoi, il va vouloir refaire la même, il va associer Moro, il peut associer Moro à tel ou tel bouc et le manger, je vous jure que c'est vrai, et en plus il se vengerait du fait que Moro ait commencé à bouffer des choses à l'intérieur de l'univers de Beerus. Donc je trouverais que ça serait une boucle scénaristique qui serait bouclée, ça permettrait d'avoir l'échec cuisant de Goku et Vegeta, les deux avec leur technique, avec leur transformation, avec leurs évolutions, ne seraient pas parvenus à battre la menace, ça serait fort comme message scénaristiquement, et ça ouvrirait de très très belles portes pour l'avenir et l'évolution de Dragon Ball Super et de ces deux personnages-là en particulier, et de l'autre côté, une énorme touche et boucle d'humour qui serait bouclée aussi, par rapport au tout le principe d'absorption et donc de nourriture et d'appétit surdimensionné et surdéveloppé de Moro, mais Beerus serait un bien plus gros poisson que Moro et il finirait par le manger. Moro le prédateur trouverait son propre prédateur. Je trouverais ça intéressant, drôle à la fois. Vous me direz en zone commentaire ce que vous pensez de cela, mais ça risque très bien d'arriver. Et je me pose la question de la technique de Vegeta, on va en conclure sur ça. Peut-elle défusionner ce nouveau Moro, cette nouvelle forme de Moro? Et je pense que la réponse peut être oui. Et imaginez si dans le prochain chapitre, là ils sont en train de nous hyper de fou, d'ailleurs prochain chapitre, qui nous est annoncé pour sortir le 20 juillet à 17h. Et imaginez que dans ce chapitre-là, il y a une hype énorme sur ce Moro, mais en fait Vegeta nous a dit auparavant qu'il est capable d'annuler les assimilations, d'annuler les fusions, d'annuler les absorptions. C'est pile ce que vient de faire Moro quand même, on est d'accord. Et pourquoi ça ne marcherait pas alors? Moi je pense que la seule chose qui pourrait faire que ça ne marche pas, c'est que Moro est tellement devenu fort et rapide qu'il va passer derrière Vegeta, lui mettre un petit coup dans la nuque, le foutre KO et c'est réglé. Mais hormis cela, je ne vois pas qu'est-ce qui bloque Vegeta d'y arriver, ou peut-être le manque de ki, peut-être qu'il est à court de ki, que son esprit, son ki sont trop fatigués, il n'y a plus rien en réserve. Franchement, imaginez qu'on nous troll et que dans le prochain chapitre, Vegeta fasse défusionner, désabsorber, désassimile Seven Sea de Moro, et que cette histoire de nouveau chara-design de Moro ne soit une histoire que de quelques pages. Ça serait fou quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites en zone commentaire. Je pense malgré tout que l'on va rester avec cette espèce de forme de Moro pendant un bon moment, mais je pense que la diffusion est largement possible. Peut-être que la team des alliés vont donner ce qu'il en reste d'Oki à Vegeta
pour qu'il lance une dernière fois sa technique pour réaliser une scission dans le corps de Moro, je pense que quelque chose est largement jouable à ce niveau-là. J'ai été vraiment ravi par la lecture de ce chapitre-là, j'espère que vous avez été un maximum nombreux à me suivre et m'écouter aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que vous avez vu toute la vidéo, que vous êtes resté jusqu'à la fin. D'ailleurs, avec le chapitrage de la vidéo, j'espère que ça a pu vous aider. Dites-le moi aussi dans un commentaire. Après, les plus courageux d'entre vous qui ont vu du début à la fin n'auront pas eu besoin du chapitrage et je vous en remercie. Dans tous les cas, merci énormément pour tout. Mettez un maximum de pouces bleus. Les vidéos extrêmement longues, c'est toujours extrêmement difficile à référencer sur YouTube. Merci pour tout votre soutien. J'ai super kiffé ce chapitre-là. J'ai une hype énorme pour le prochain. Combien de temps l'arc va durer encore? Sincèrement, je ne vais pas vous inventer des trucs, je n'en sais rien. Mais je pense que on peut avoir quelque chose qui se résout très vite, genre en 2-3 chapitres et c'est terminé. Parce que regardez, on nous a hypé pendant des mois sur l'entraînement de Vegeta. Et en un chapitre, ça y est, on a résolu tout le cas Vegeta. Donc tout le cas Moro peut très bien se résoudre en 1 ou 2 chapitres. Et ça y est, la paix est revenue sur Terre, c'est terminé, on passe à un nouvel arc, je sais pas quoi. Donc je vais vous donner une fourchette, mais une fourchette qui est vraiment très très large, et je ne travaille pas pour Shueisha, ni pour Toyotarou, ni pour Toriyama, donc je peux pas vous donner un truc précis. Mais je pense qu'on peut se dire que cet arc-là est calibré pour durer encore minimum 2-3 chapitres, et maximum pour se terminer en fin d'année 2020. Je pense qu'ils sont capables de le faire traîner jusqu'à par exemple décembre ou novembre 2020, ils en sont largement capables. Et je pense aussi qu'ils sont capables de le faire se terminer dans 2-3 chapitres, genre aux alentours de la rentrée scolaire. Voilà les devins, un énormissime merci, la hype était énorme pour moi de vous partager tout ça. Je n'ai pas forcément pu traiter tous les sujets en une vidéo, même si celle-ci était longue. Donc on va se retrouver dans 2 prochaines vidéos sur le sujet qui gravite autour de ce chapitre-là. On va se parler aussi du chapitre de Boruto. Merci infiniment pour tout votre soutien, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.